Nous allons, comme tous les mardis, parler avec notre invité de l'actualité internationale et nous évoquerons le Niger où l'opposant Hama Amadou a été arrêté après son retour au Bercail. On va parler également de l'Algérie. La campagne pour la présidentielle a démarré assez timidement. Et nous dirons un mot sur les USA, la procédure de destitution enclenchée contre le président Trump. Eh bien, le président lui-même envisage d'aller témoigner. On parle de ces sujets avec Maître Éric Emmanuel Sosa. Bonsoir, Maître Sosa. Bonsoir, Samuel Nioui. Rentré au Niger le 14 novembre dernier, Hama Amadou, le principal opposant nigérien, possible candidat à la présidentielle de 2020, s'est rendu lundi lui-même au tribunal afin d'être incarcéré et purger les 8 mois restants de sa peine d'1 an de prison pour trafic de bébés. Hama Amadou a été donc incarcéré tôt ce lundi à la prison de Filengue, c'est dans l'ouest de Niamey. Il s'est présenté donc au tribunal avant d'être conduit en prison, c'est ce qu'a affirmé un des membres de sa famille sous couvert d'anonymat. Maître Sosa, est-ce qu'il faut parler d'un acte de dignité de la part de Hama Amadou? J'irai même plus loin, je dirais que c'est un acte d'honneur de la part d'un homme politique qui aspire à un jour diriger les destinées d'un grand pays comme le Niger. La fuite n'a jamais été un moyen de défense efficace. Jusqu'à présent, il a été dans le déni et dans la fuite, en avant. Et aujourd'hui, on se rend compte que les circonstances l'ont obligé à rentrer au Niger et à se soumettre à la justice parce que nul ne peut se mettre au-dessus de la loi et tout ancien dignitaire qu'il est, tout ancien président de l'Assemblée qu'il fut, il a compris que la première dignité en politique, c'est le courage et c'est d'assumer ses actes. Le fait de fuir ne le justifiera jamais. Et c'est une bonne façon de se rédimer en acceptant de se présenter devant les autorités judiciaires et de purger la peine qui lui a été infligée à la suite d'une enquête qui n'avait rien de politique parce que les faits existaient avant qu'il ne soit même question qu'il soit président de la République, enfin, ou en tout cas potentiel candidat à l'élection présidentielle. Sa femme a purgé sa peine. Il n'est pas normal ni défendable qu'il se dérobe et ne purge jamais la sienne. Là, on a appris que c'est à la faveur d'obsèques de sa mère qu'il est rentré au Niger. Il y a eu un aggiornamento qui a permis d'abord qu'il rentre et qu'on laisse aussi, dans une geste de dignité, se passer le délai des condoléances pour après que le mécanisme régulier de l'application des peines se mette en œuvre. Et c'est lui-même qui s'est présenté pour se constituer prisonnier. Tout ça est à mettre à son honneur en tant qu'homme politique et je salue qu'enfin il décide de reconnaître que ce qui s'est passé n'est pas une cabale politique et que quand bien même ça le serait, il s'est sorti plus grandi en allant purger sa peine qu'en restant un fugitif. Alors, en même temps, est-ce que cette manière de se présenter au tribunal pour être incarcéré ne signifie pas qu'il reconnaît sa culpabilité? Écoutez, la peine est devenue définitive. Il n'y a pas eu d'appel. Puisqu'elle est définitive, il faut la purger. C'est tout. Bon, alors qu'il reconnaisse ou pas les faits, la peine qui a été prononcée, le simple fait de n'avoir pas relevé appel constitue en soi une acceptation tacite
de la sanction. Oui. Donc là-dessus, il n'y a plus débat. En même temps, il aurait quand même pu mettre fin à cette histoire depuis très longtemps, en purgeant cette peine. Mais non seulement en la purgeant, je disais que depuis le début de l'affaire, il avait même eu la possibilité en acceptant simplement le texte ADN, d'évacuer complètement toute ambiguïté sur le débat. Les enfants sont-ils les siens ou pas? Bon, en refusant le test ADN, là encore, je veux dire, je ne veux pas l'accabler, parce que il y va de la dignité d'un homme dans une culture musulmane qui est assez soucieuse de l'honneur de la femme d'abord. Oui. En allant faire le texte ADN, qui conclurait peut-être à l'absence de lien génétique entre lui et ses enfants, ou entre la femme et ses enfants. Ça voudra dire que ces enfants qu'on a montrés ne sont pas les enfants de sa femme, ce qui voudra dire qu'à plus forte raison, ils ne peuvent pas être les siens. Et dans ce cas, ça voudra dire l'opprobre général sur la femme. Il préfère, plutôt que le droit positif s'applique, que d'affronter l'opprobre du fait de la réprobation culturelle. Je peux comprendre ce moyen de défense, mais dans tous les cas, ça vous rattrape. Et là, en l'occurrence, ça l'a rattrapé. Mais bon, disons que toute chose remise à sa place, on ne va pas se plaindre, on ne va pas gloser dessus. Ça veut dire aussi que, en tout cas, en ce qui concerne les élections de décembre 2020, à moins que la loi électorale, le code électoral ne soit modifié dans un sens qui lui soit plus favorable, à l'heure où nous sommes, il n'est plus éligible, il ne peut plus se présenter parce que son casier judiciaire porte la marque d'une sanction de plus d'un an d'emprisonnement. C'est ce que la loi électorale nigérienne a fixé. Est-ce qu'on n'a pas vite fait, dès le départ même, d'essayer de politiser cette affaire? Mais c'est ce qu'on a toujours fait. C'est ce que ses partisans ont fait, ce que ses avocats ont fait, et je pense que c'est tout à fait à tort. Parce que ce dossier il n'a rien de politique en tout cas. Bon, qu'il soit sorti opportunément à un moment sensible de la vie politique, ça, je veux dire, c'est le calendrier judiciaire qui télescope le calendrier politique. Mais dire que prima facie ce dossier soit un dossier politique, c'est faire de la politique politicienne. Mais ce qu'ils disent pose une question simple. Dans cette affaire cette affaire de supposition d'enfants, qui s'est plaint? C'est la question que les gens se posent souvent. Mais qui s'est plaint d'avoir perdu son enfant, de s'être vu arracher son enfant? Là-dessus, permettez que je vous arrête. Qui s'est plaint? Non. Nous étions dans le cadre d'un trafic international d'enfants qui était transfrontalier. Nigeria, Niger, Cotonou. On accouchait dans des cliniques de Cotonou et les enfants, les mères, venaient du Nigeria, on les faisait accoucher, et puis après, des gens fortunés venaient acheter des enfants. Mais attendez, même si personne ne se plaint, je pense que pour l'ordre public moral, l'ordre public de protection, on ne peut pas accepter que ce genre de pratique ait cours dans aucun de nos pays. Si nous l'acceptons une seule fois parce que personne ne se plaint, alors nous sommes prêts d'accepter toutes sortes de dérives sur le droit de la famille, sur le droit des personnes, parce que l'affiliation est une chose sérieuse, elle conditionne l'avenir de beaucoup de personnes, parce que vous savez, la première organisation sociale, c'est la famille. La famille. Et si on crée des familles composites, totalement aléatoires et finalement falsifiées, on crée des sociétés qui sont fondées sur du faux. Et la falsification va corrompre durablement le vivre ensemble. Vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle il est important que chacun sache de quel arbre il descend. Et quand je vois une papaye, je sais qu'il y a un papayer derrière. Mais quand je vois un enfant et qu'on me dit, écoutez, je ne sais pas, moi, s'il faut toujours faire la métaphore végétale ou botanique, et si c'est le fruit d'un baobab, et qu'on me dit qu'il descend d'un manguier, on a de quoi se poser de véritables questions sur les sociétés que l'on crée en créant ce genre de modèle de filiation. C'est grave. Oui, mais en même temps, dans le cas de Hama Amadou, on a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui mêle vie privée et vie publique, parce que
est-ce que ce qu'on reproche à Ama Amadou, c'est qu'on n'a jamais vu votre épouse enceinte et vous avez des bébés? Mais c'est ça la supposition d'enfant. Et on ne le reproche pas à Ama Amadou parce qu'il est Ama Amadou. À chaque fois que vous vous trouvez dans une situation où il y a une apparition d'enfants dans une famille, le procédé est souvent tout à fait clair et explicable. Quand il y a adoption, il y a adoption. On sait qu'en faisant le choix d'une adoption plénière, que la famille génétique disparaît au profit de la famille juridique. Oui. Donc, on sait, l'enfant sait qu'il a une famille génétique ouais. qui est différente de sa famille juridique. Il l'assume ou pas, parce que chacun a ce qu'on appelle son idiosyncrasie, et on accepte ou on n'accepte pas cet état de fait. Mais il y a beaucoup de gens qui le vivent très bien. Bon, mais quand on fait passer des enfants nés ailleurs comme étant les siens génétiques, alors il y a une falsification. C'est là-dedans que se trouve l'élément d'incrimination. Il ne faut pas se tromper sur les choses en disant que, parce que c'est Ama Amadou. Non, ce serait la même chose si c'était le voisin lambda du coin. Il faut la vigilance sociale sur ce point-là. On sait en même temps aussi qu'Ama Amadou, il a eu beaucoup de déboires avec le président Issifou et on a peut-être pu chercher tous les moyens possibles pour écarter un rival assez sérieux. Écoutez, alors dans ce cas, je dirais que lui-même a donné les verges pour se faire battre. Il a facilité le travail de son adversaire. Si Issoufou était son adversaire, parce qu'ils étaient très alliés. Ils sont devenus adversaires, mais ça, ce sont les vicissitudes de la vie politique. Mais s'il prête le flanc de façon aussi légère, c'est normal. C'est une preuve d'imprudence qui, en politique, s'assimile à de l'amateurisme. Et il a pris des coups là où il devait les prendre parce qu'il a offert le fessier pour qu'on tape dessus. Donc mais voilà. Ce retour, c'est-à-dire on a dit qu'il est venu faire le deuil de sa maman décédée fin octobre, c'est bien, mais est-ce que ça ne cache pas des choses? Comme quoi? Quelqu'un qui a quitté il y a 3 ans, qui refusait de rentrer, qui subitement se sert de la Libye du retour du décès de sa maman pour revenir. Attendez, nous sommes dans une culture africaine et de surcroît musulmane, d'essence musulmane. Et on sait le prix que les gens attachent. Quand je dis les gens, c'est la société qui observe. Ama, ta mère est décédée et tu as préféré ton statut de fugitif, tu n'es même pas venu t'incliner. C'est gravissime culturellement. Donc il ne peut pas vivre sous cette sanction-là. Il préfère 1 an, enfin les 8 mois de prison qui restent comme reliquat sur la peine à purger, plutôt que de vivre à vie avec l'indignité de n'avoir même pas pu venir au moins sacrifier au rite minimum du deuil de la mère. Et ça, je pense que, quoi que l'on en pense, c'est tout à son honneur d'avoir accepté à cette occasion-là de venir dire « Écoutez, je viens enterrer ma mère et en même temps solder mes comptes avec la justice de mon pays. » Un jour, je crois, ça sera porté à son crédit. Oui. J'espère, si par ailleurs il offre des gages politiques qui lui permettent de conserver la confiance de ses militants et de la majorité des suffragants nigériens. Nous allons passer maintenant à l'Algérie avec le début de cette campagne présidentielle très timide. La campagne électorale a débuté dimanche de manière assez discrète, 7 mois après la démission de Bouteflika, alors que le déroulement et l'issue même de ce scrutin sont incertains en raison de son rejet par le mouvement de contestation. Les 5 candidats en lice ont tous participé à ou soutenu les 2 décennies de présidence Bouteflika et sont vilipendés par une bonne partie de la population. Ça aurait pu, Maître Sosa, être l'une des campagnes, j'allais dire les premières véritablement ouvertes au niveau de l'Algérie, puisque Bouteflika n'étant plus candidat. Mais aujourd'hui, malgré son absence, l'Algérie, c'est pas ça, on peut pas appeler cela une véritable campagne. Et pourquoi donc? Tout l'engouement qui devait l'accompagner
puisque Bouteflika n'étant plus là, on sentirait les jeux très ouverts, mais c'est pas ce qu'on voit. Mais dites-moi, est-ce qu'on a empêché un candidat issu de la société civile ou d'une opposition structurelle suffisamment ancrée dans les cœurs et dans les esprits en Algérie de se présenter? Non. Bon, alors à partir de ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on va dire que ceux qui sont présents comme candidats sont indignes d'être candidats? Le jeu est ouvert quand même. Bon, ceux qui ne sont pas venus ont des raisons de ne pas venir, et ceux qui ont eu le courage de venir compétir, accordons-leur au moins le crédit d'avoir une ambition, si ce n'est pour eux-mêmes, à tout le moins pour le peuple algérien et la nation qui aspire à un changement quelconque. Non, je pense que, vous savez, le suffrage universel est le mode qu'on a trouvé de plus sain dans les démocraties de type ou d'essence électorale. Bon, alors, quand quelqu'un se présente, au moins, s'il offre le profil conforme, je ne dis pas idéal, mais conforme légalement, parce que le code électoral dit que pour être candidat et éligible, il faut avoir satisfait tel critère. S'il est satisfait et que par ailleurs, il est un citoyen du pays qu'il veut diriger, écoutez, accompagnons-le dans un jeu normal, loyal, et faisons des élections crédibles pour sortir un président. Je pense que ça, c'est beaucoup plus important que de se dire si oui ou non, il a collaboré avant, etc. Mais il n'y en a qu'à envoyer des gens tout neufs en face de lui, on verra. Mais comme ils ne sont pas suffisamment courageux pour venir... Mais attendez, la couardise en politique, ça a un prix aussi. Mais en même temps, c'est in fine ceux qui vont élire qui le disent. C'est le peuple qui le dit. Mais écoutez... Alors, c'est toujours pareil. Quand on dit c'est le peuple, c'est le peuple. Oui, mais c'est le peuple qui va élire. Et si on joue à ce petit jeu pour que le peuple abstinent laisse le peuple un peu plus courageux aller voter, avec 20% de l'électorat, on aura un président totalement indésiré, mais il sera président légalement constitué. Alors, on va faire ça tout le temps. Un problème de légitimité. Mais oui, mais alors, le problème de la légitimité. Mais je dis... Les peuples n'auront que les dirigeants qu'ils méritent s'ils ne jouent pas totalement leur jeu. Et enfin, quand je parle de jeu, ici je parle de jeu politique, mais je parle d'abord de responsabilité citoyenne. Un citoyen, il a une responsabilité première, c'est de décider. S'il refuse de décider, on fait quoi? On ne va pas mettre un policier derrière lui pour le forcer à décider. J'ai toujours dit... mais ça n'engage que moi, mais c'est une conviction que je voudrais partager avec une majorité de gens. La démocratie sera totale le jour où le vote sera obligatoire. Tant qu'on fera des démocraties racornies avec des gens qui ont le droit de ne pas aller voter, d'aller dormir ou jouer au foot le jour des élections, il y aura toujours des problèmes de déficit de légitimité. Non, alors à ce moment-là, décidons de façon ferme qu'il est assorti au droit de voter ou au devoir de voter d'autres droits. Et comme ça, au moins les choses sont claires. Ça se passe dans beaucoup de pays, en Belgique, au Brésil, le vote est obligatoire, et si vous ne le faites pas, vous payez des amendes. Ça va heurter la liberté, le libre choix. Mais le libre choix, c'est de choisir parmi ceux qui sont candidats. Oui, justement, je ne vais pas choisir mon père et mon voisin. Je n'en trouve aucun digne de mon choix. Donc, je m'abstiens. Dites-moi. Alors, c'est vrai, certains peuvent considérer qu'en dehors d'eux-mêmes, personne n'est digne d'être président. Oui. Bon, mais au moins, à ce moment-là, qu'il soit candidat. Voyez ? C'est ça. Si je considère que je suis suffisamment susceptible, que je suis très pointilleux sur le choix du candidat et que en dehors de moi-même personne n'est digne, alors je me présente et je vote au moins pour moi si j'ai une voix. Mais le vote doit être un acte civique obligatoire pour qu'on en finisse avec ces histoires de déficit de légitimité, etc. Il a été élu par 20% du corps électoral, etc. Mais non, écoutez, l'apprentissage de la démocratie a été toujours une épreuve douloureuse en Afrique. Il faut qu'on adoucisse la peine des Africains en mettant en jeu des mécanismes qui réconcilient
les Africains avec le suffrage universel. Et je pense que le vote obligatoire doit être une de ces modalités, parce que ça permet au moins de se dire, on n'a pas le choix, on doit aller voter pour ceux qui sont là. Mais maintenant, j'ai le droit de voter blanc. Oui. Ça compte. Mais c'est une expression aussi de ma préférence. Bon, si on voit qu'il y a plus de bulletins blancs qu'il n'y a de bulletins... Ça revient au même. Mais non, ça ne revient pas au même. Vous souffrez d'un problème de légitimité. Mais oui, mais au moins, je préfère cela à la non-légitimation par abstention. Parce que là, du coup, vous voyez, bon, je ne participe pas, mais je m'autorise permanemment à critiquer ceux qui sont là. Oui. Non, ça ne peut plus continuer. Mais dans le cas de l'Algérie, à cette allure, on risque d'aller vers une élection où le prochain président soit complètement illégitime. Mais oui. Et alors parce qu'il est complètement illégitime, il faut voter sa destitution immédiate derrière. Par quel mécanisme voulez-vous que ça se passe? Ce que demandent par exemple les Algériens qui sont dans la rue, c'est de reposer les bases de la société algérienne. Mais alors, attendez. De faire un dialogue, de s'entendre sur le minimum. Avec qui on veut faire le dialogue? Non, dites-moi. Alors, ils veulent un dialogue avec qui? Ils veulent un dialogue avec eux-mêmes? Mais non, ce dialogue, il ne peut pas se passer en dehors de l'armée, en dehors du FLN, parce que dans l'ADN algérien, le FLN est quelque chose. C'est quand même un mouvement qui a libéré le pays du joug colonial. Oui. Bon, et ça représente quelque chose, ça représente une forme de légitimité. On peut au moins leur reconnaître cela. Et le camarade Bouteflika a été aussi un grand patriote qui a lutté pour l'indépendance de son pays. Bon, après, s'il s'est complètement affadi en banalisant son pouvoir et sa propre légitimité, c'est un fait. Mais au moins, le fait a été complètement consommé par l'autodissolution de ses ambitions politiques et par sa démission. Alors, on va continuer tout le temps de faire le procès dans le vide de gens qui ont accepté qu'ils ont failli. Soyons sérieux. On ne peut pas tout accepter parce que c'est le peuple. Et le peuple, attention, je dis tout le temps, la rue n'est pas le peuple. Oui. La rue n'est pas le peuple. Nous allons passer au troisième et dernier sujet, c'est les États-Unis. Donald Trump a assuré lundi envisager sérieusement de témoigner dans le cadre de l'enquête en destitution qui a sombré sa campagne de réélection au cours d'envoi d'une semaine riche en auditions publiques potentiellement explosives. La chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, a suggéré que je témoigne dans l'enquête bidon en destitution. Elle a même dit que je pourrais le faire par écrit, a tweeté le président américain, même si je n'ai rien fait de mal et n'aime pas apporter du crédit à cette parodie de justice. J'aime cette idée, a-t-il ajouté. Je vais l'envisager sérieusement. Mettre ça, Donald Trump qui dit qu'il envisage sérieusement d'aller témoigner, mais quand on voit la hargne avec laquelle il s'est battu, même pour empêcher certains d'aller témoigner contre lui. Il a donné instruction formelle à ses collaborateurs d'aller témoigner. Bon, et vous voyez, bon, comme quoi, vous voyez, on peut avec... C'est le monde de Trump, là? Complètement, oui. C'est le monde selon Trump et le monde de Trump. Parce que, bon, écoutez, avec, vous voyez, une psychologie de l'à peu près permanent, bon... Avec M. Trump, il faut s'attendre à tout. Mais il a fait un tweet il y a quelques semaines. I think I'm fine. Oui, he's the only one to think. Non. Les gens se sont posés des questions. Si vous êtes bien, est-ce que vous avez besoin de dire moi, je pense que je suis bien? Je vous laisse faire toutes les déductions que vous pouvez. Mais en tout cas, oui, effectivement, nous sommes en présence d'un personnage haut en couleur et qui... enfin, avec qui on n'est pas au bout de nos surprises. Bon, ça ne m'étonnerait pas qu'il aille témoigner, mais ce serait hyper dangereux pour lui d'y aller. Et les témoignages qui défilent au fur et à mesure sont de plus en plus accablants. Et je ne sais pas comment il va convaincre de ce que tout ce qui a été dit avant a été... de la manipulation politicienne. Je ne sais pas trop quelle est sa ligne de défense finale, mais ce qui se passe actuellement aux États-Unis est un spectacle inquiétant pour la démocratie
en général, enfin pour l'idée qu'on se fait de la démocratie, et pour un grand pays comme les États-Unis, c'est un spectacle piteux et qui ne grandira pas énormément la présidence de M. Trump. Mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas inscrire cela au tableau de la vitalité démocratique américaine, où on peut voir que même le président n'est pas au-dessus de la loi, comme dans certains pays? Ah ben ça, j'ai toujours dit que je salue éminemment la possibilité qui est offerte dans le système américain de la séparation des pouvoirs, enfin séparation théorique des pouvoirs, que le pouvoir législatif puisse exiger des comptes du pouvoir exécutif. Ça, c'est un acquis formidable de la Constitution américaine et qu'il faut défendre absolument. Et il faudrait que ça fasse des émules partout ailleurs où on aspire à installer des démocraties durables, bien sûr. Ça, c'est une bonne chose. Mais avec M. Trump, bon, mais c'est plutôt une tragicomédie. Mais bon, enfin, c'est M. Trump qu'on a comme président. On va faire avec. Maître Sosa, merci. La pause, 10 minutes de journal et regard croisé.